Bonjour Pierre-Alexandre, bonjour Gabriel. Bonjour. Bon, Salut Pichi. écoutez, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour tourner une première vidéo géopolitique. Donc c'est vos deux matières fortes, peut-être vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Ouais, je t'en prie, Gab. Gabriel, du coup, je suis étudiant à HEC en deuxième année, professeur de géopolitique chez Mission Prépa et également je donne des cols au lycée Hoche. Donc moi, CPA, ça fait 5 ans que je suis responsable de la géopo à Mission Prépa et aussi professeur de géopolitique. Et je finis actuellement Audencia et je suis diplômé de la Sorbonne, je prépare l'ENM. Bon, de beaux CV a priori. Aujourd'hui, on se retrouve surtout pour parler géopo et donc plus précisément méthodologie. En général, on a quand même des échos qui nous disent que une bonne dissertation, c'est compliqué à réaliser et donc pour ça, il faut avoir les bons conseils. Peut-être commencer par la méthodologie de l'introduction, si ça vous va. Donc j'ai une première question pour vous deux. Donc peut-être PA, je te laisserai commencer dessus. Qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne accroche ? Alors une bonne accroche, évidemment, c'est une accroche qui introduit l'introduction, qui capte l'attention du correcteur, mais surtout, pour moi, il y a 3 types d'accroches qui seront à privilégier. Si possible, on peut faire une accroche littéraire, c'est toujours bienvenu de faire une approche, que ce soit philosophique, économique, sociologique, avec des auteurs littéraires. Après, on peut passer sur une accroche de type actualité, si on n'a pas de littéraire en stock, et éventuellement, on peut aussi, je sais pas ce que t'en penses Gabriel, mais amener une perspective historique, et faire une approche finalement avec une perspective qui permet aussi d'introduire le programme finalement de première année, justement dans ce petit timing d'accroche. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et je dirais même pour rajouter un petit quelque chose il faut pas partir avec une idée en tête, c'est-à-dire s'obliger par exemple à mettre un auteur dans son accroche. Si on n'en a pas, on va pas aller greffer artificiellement un auteur à l'accroche. Vaut mieux faire une accroche avec une actualité ou exactement un fait historique plutôt que de faire quelque chose d'un peu grossier avec un auteur qui sera pas très bien vu. Ok, justement, tu parlais d'actualité juste avant et PA aussi. Est-ce que pour vous, c'est essentiel de commencer avec de l'actualité ou de montrer de l'actualité dès l'introduction ? Je dirais dans quasiment tous les sujets, oui, quand même. Il peut y avoir des exceptions à cette règle, mais c'est très rare. À un moment ou un autre dans l'introduction, d'évoquer des éléments d'actualité. Après, des éléments d'actualité, c'est très large. Ça peut être un sujet qui remonte beaucoup dans le temps, mais qui va traiter un petit peu d'aspect actuel. Et là, ça va être très rapide. Au contraire, un sujet qui est tout à fait dans l'actualité. Et là, je dirais, PA, qu'il faut vraiment, dès l'introduction, creuser un petit peu les différentes problématiques. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté où l'actualité, la maîtrise de l'actualité, c'est nécessaire. De toute façon, pour avoir une compréhension, j'ai envie de dire, concrète des théorèmes géopolitiques et des connaissances un peu abstraites qu'on a dans le cours. En revanche, il faut pas tomber dans l'excès inverse du trop d'actualité, parce que ça va tuer l'actualité. Mm-hmm. Par exemple, je me souviens à l'époque où il y avait le Covid-19, les 3/4 des accroches c'était sur le Covid. C'est pas forcément une bonne chose, c'est vraiment manier avec parcimonie et surtout, ça permet, d'illustrer l'entrée en matière sur les définitions de la dissertation. Surtout, l'accroche, elle doit servir à ça. Et l'actualité, si elle peut illustrer le thème ou la notion qui est en conflit dans le sujet, c'est intéressant. Sinon, vraiment, c'est pas très utile. Tu parlais de notions justement du sujet. Est-ce que pour vous, les définitions sont sont un élément clé, entre guillemets, d'une bonne introduction ? Est-ce que pour vous, il faut absolument avoir des définitions hyper précises pour pouvoir exceller dans une introduction ? Alors, j'ai vraiment une idée très précise avec tous les étudiants que j'ai pu suivre ces dernières années et les bonnes copies que j'ai pu lire et corriger. Je pense vraiment que des définitions trop scolaires, ça n'est pas pertinent. Ça donne un côté impersonnel à la copie, à l'introduction. Il faut privilégier plutôt, certes, une petite base quand même, ou une base élargie de définitions abstraites, de concepts abstraits type la puissance, type les fractures, les dissensions, etc. Mais il faut apporter vraiment sa touche personnelle dans l'élaboration des définitions, parce qu'en fait, on contextualise déjà le sujet et on commence déjà même peut-être à problématiser dès l'élaboration des définitions, plus vers la fin, bien sûr. Donc il y a ce côté formel, oui. Très précis, non, parce que ça donne un côté impersonnel. En revanche, apprendre à définir correctement avec ses propres mots, ça peut être intéressant. Ouais, je suis tout à fait d'accord et tout simplement, déjà on peut pas connaître le Larousse en entier. En géopo, on va avoir énormément de thèmes différents, de mots différents et donc même s'il y a une petite base qu'il faut effectivement connaître, on va très vite sortir de cette petite base et il va falloir être capable pour à peu près tous les mots de la langue française de pouvoir les définir. Et donc ça effectivement ça s'apprend. Réfléchir au sens des mots c'est hyper important en géopo, mais
généralement en philo et dans toutes les matières. Et puis c'est vraiment aussi le début de la réflexion, de déjà cadrer un petit peu où est-ce que les termes du sujet nous amènent et nous amènent pas aussi. Là où, là j'avais un truc à rajouter. Vraiment pour moi, le point phare de la dissertation, c'est ce moment entre les définitions et la problématisation. Si vous n'êtes pas capable de préciser déjà les contours des définitions avec vos propres mots, ça dénote déjà un manque de maîtrise des concepts que vous allez ensuite pas arriver à problématiser, et ça va un peu mettre en l'air le reste de votre intro. Donc c'est vraiment, s'il y a quelque chose sur lequel il faut focus en introduction, c'est la capacité à définir clairement avec ses propres mots les termes. Ouais, c'est justement le cas, parce que souvent on entend que c'est quand même les définitions des termes qui donnent la spécificité du sujet aussi, pourquoi on a choisi ces termes-là plutôt qu'un autre, et qu'est-ce que finalement le concepteur a voulu nous traduire, entre guillemets, par les termes choisis et la formulation choisie. Justement, ces définitions, elles permettent de mieux poser les enjeux du sujet et de mieux comprendre les perspectives du sujet. Concrètement, c'est aussi ce qu'on attend dans la problématisation. Quel est pour vous le but d'une bonne problématisation ? Qu'est-ce qu'on attend d'une bonne problématisation ? Peut-être, Gabriel ? Je dirais que, premièrement, la problématisation, elle doit faire, évidemment, ressortir là où les questions clés qu'on a réussi à identifier jusqu'à maintenant dans l'introduction. Elle doit pas sortir de nulle part, cette problématisation. Elle doit être la conséquence de tout le raisonnement. Je dis souvent qu'il faut que l'introduction raconte presque une histoire et que la problématisation, c'est la conclusion presque de cette histoire. Et donc, il faut vraiment que ça soit une conséquence logique de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Elle est pas obligée d'être à rallonge, d'être complexe, parfois les problèmes liés au sujet sont simples. Pas tout le temps le cas, mais ça l'est parfois. Mais en tout cas, elle doit vraiment faire comprendre aussi au lecteur de notre copie où est-ce qu'on va aller, ou comment on va réfléchir pour répondre à ce sujet. Okay. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Pour moi, la problématisation, elle doit finalement mettre en exergue les tensions qu'on a élaborées dans les définitions, parce que forcément, les termes du sujet sont pas posés au hasard. On a toujours une tension qui est sous-jacente. Et le but, c'est exacerber ces deux tensions, et puis faire ressortir finalement la spécificité du sujet. Voilà, le pouvoir de la France sur la scène internationale, c'est pas la même chose que la puissance française à l'échelle internationale, etc. Donc ça me paraît absolument nécessaire, et puis on va venir sur la problématique. Bien sûr. On va revenir sur la problématique juste après. Juste pour revenir un peu sur ce que tu nous disais, Gabriel, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui nous disent « Ah, mais si j'en dis trop en introduction, mon plan, finalement, le développement n'a plus grand intérêt. » Est-ce que pour toi, c'est logique, entre guillemets, qu'on retrouve des ébauches de ton développement dès l'introduction ? Oui. Je pense qu'il y a dans tout sujet des thèmes évidents qui doivent être à la fois évoqués dans l'introduction, parce que sinon l'introduction est lacunaire, et ensuite développés, notamment avec des exemples précis, des faits, des chiffres, au cours de la dissertation. Et à l'inverse, il y a des choses qu'il faut garder pour cette dissertation, notamment éventuellement ce qu'on va dire en grand 3, qui peut être, on reviendra probablement dessus, mais considéré un peu comme le bouquet final. Ouais. Clairement. Justement là-dessus, ce que je disais, Pitchy, c'est que l'introduction, pour moi, ça doit vraiment être une vitrine de mini-dissertation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu l'introduction, on doit savoir où on va, pourquoi on y va, comment on y va. Et le plan, du coup, il doit forcément commencer à apparaître, formalisé. Alors, pas du tout, pas de grand 3 dans la problématique, ça on y reviendra après, mais ça doit être une vitrine de la dissertation. Et comment, je sais pas ce qu'en pense Gabriel, mais pour moi, une introduction de dissertation, c'est 50 à 60% de la note. Oui, je suis tout à fait d'accord. Au concours, à la fin de l'introduction, souvent les correcteurs qui ont quand même beaucoup d'expérience savent dans quelle fourchette de notes ils vont noter cette copie. Ok, nickel pour cette partie-là. On parlait justement de la problématisation, ce qui en découle logiquement, c'est la problématique. Quel est, selon toi, le rôle de la problématique ? Est-ce qu'elle est essentielle ? Est-ce que finalement, s'il y a une bonne problématisation, la problématique n'a plus grand intérêt ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, cette question-là, elle est un peu marrante, parce que les élèves que je suis, ils se reconnaîtront sûrement là-dedans. C'est qu'une problématique, si on prend déjà le terme de base, c'est qu'il faut qu'il y ait un problème dedans. Donc les problématiques, le plus clair du temps, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, justement. Je donne un exemple très rapide, sorti de nulle part, mais comment expliquer que la mondialisation soit multipolaire, alors même que les acteurs géopolitiques ont des intérêts divergents. En fait, c'est un problème, il n'y a pas de problème. Vous avez l'explication dans la deuxième partie de la phrase de la première partie. Donc, il faut absolument un problème. Si vous n'êtes pas capable de vous dire, ok, quel est le problème que j'ai voulu mettre en
en exergue dans ma problématique, si vous ne trouvez pas de problème, ou si vous répondez à votre propre question dans votre question, c'est fini. Il faut recommencer. Ok, Gabriel? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec PA. Et pour revenir un peu sur ce qu'on disait avant sur la problématisation, en fait, la problématique, encore une fois, elle doit presque découler simplement de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça aussi que elle n'est pas forcément mauvaise parce qu'elle est simple. Au contraire, parfois le problème est évident et il faut le poser avec des termes simples et clairs. Et d'autres fois, elle va être un peu plus enfin, le problème va être un peu plus compliqué à trouver, mais il faut éviter les problématiques où on va finalement tourner autour du pot. C'est à mon sens, l'essentiel des problématiques qui sont mauvaises, c'est celles qui tournent autour du pot. Ouais, je comprends. Mais on entend souvent qu'en géopolitique, une bonne copie, c'est une copie qui plairait à la fois à un expert en géopolitique et qui verrait finalement une certaine forme de subtilité et d'intelligence dans la copie, et qui est à la fois très accessible à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça, Gabriel, ou pas? Moi, j'insisterai surtout sur l'aspect très accessible à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Je pense qu'un expert en géopo, même après 2 ans de prépa, il va pas adorer la copie du meilleur des élèves parce forcément, il aura une expérience bien supérieure. Mais en tout cas, ouais, avoir une copie bien compréhensible, qui repart bien des aspects même les plus basiques d'un problème pour aller vers le plus compliqué, c'est hyper important. Et dans ce sens-là, il faut effectivement être compréhensible par presque tout le monde. Là, je partage totalement. Et si je peux rajouter quelque chose, j'aurais toujours dit aux élèves que c'est bien plus dur de faire simple que de faire compliqué. Faire compliqué, c'est la facilité. On laisse les choses telles quelles, on les connecte pas forcément. On nage dans une espèce de flou intellectuel où on laisse les termes répondre plus ou moins entre eux, mais on n'entre pas dans la connexion entre les termes. Et c'est là, d'ailleurs, même l'essence du travail des professeurs de prépa, d'université, partout, c'est de faire simple avec du compliqué. Mmh. Et si on n'est pas capable de lire votre dissertation de géopolitique comme on lirait un article de journal ou un article de géopo, on va avoir un problème. Et le majeur problème, le problème premier, c'est quand on commence à se demander ce que vous voulez dire. On va y revenir, mais l'écueil principal, je trouve, dans toutes les copies, peu importe le niveau, ça dépend, mais c'est que vous n'êtes pas capable d'exprimer clairement en français ce que vous pensez, alors que souvent, votre idée est bonne, mais ce qui est retranscrit à l'écrit n'est pas du tout corrélé avec ce que vous pensez. Et ça, c'est un travail qui est de fond, mais qui est absolument nécessaire, parce qu'on a la tête dans le guidon, on fait notre dissert, on est en prépa, machin. Il faut se faire relire par d'autres personnes, et d'autres personnes que le prof aussi, pour comprendre pourquoi est-ce que ce qu'on a écrit là ne veut pas dire ce qu'on a pensé. Et sur ça, souvent, un des problèmes, c'est que on nous bassine, mais on nous dit souvent qu'il faut avoir du style en prépa, et c'est vrai. Mais avant tout, il faut savoir écrire de manière simple. Les phrases de 10 lignes, c'est très rare que ça soit compréhensible, intéressant. Il n'y a pas besoin d'écrire à rallonge pour faire passer des idées compliquées ou pour avoir du style. Au contraire même, je dirais. Plus c'est clair, mieux c'est. Ouais, bah justement, plus c'est clair, mieux c'est. C'est aussi peut-être le cas pour le plan. On voit souvent des plans à rallonge, parfois même des plans qui ne veulent pas dire grand-chose, avec des plans assez particuliers. On avait vu d'expérience, du coup, tu avais vu pas mal de plans un peu particuliers pour de la géopolitique. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du plan, et qu'est-ce qui fait qu'un plan est mauvais ou au contraire qu'un plan est très bon? Alors, très généralement, on va pas revenir forcément dessus, mais très généralement, en première partie, on pose les bases du sujet. On pose le contexte un petit peu intellectuel, économique, etc. du sujet. En deuxième partie, on vient nuancer le propos. J'insiste sur nuancer, c'est pas se contredire. Premier écueil déjà, c'est que les copies qui se contredisent entre leur grand 1 et leur grand 2 se mettent dans la sauce toutes seules. Et généralement, en fait, si on se contredit entre le grand 1 et le grand 2, ça vient d'un manque de problématisation. Et généralement, c'est qu'on ne peut pas réussir à construire un grand 3 si on se contredit en grand 1 et en grand 2. Déjà de 1. Et de 2, il y a un autre problème aussi, c'est que très souvent, on arrive à trouver la nuance, on arrive à poser la base du sujet, mais pour le grand 3, et ça on va y revenir plus tard, le grand 3, c'est très souvent une redite du 1 ou du 2, avec un petit chouïa d'approfondissement dans un des domaines technologiques, sociaux, culturels, etc. Mais en fait, c'est une redite. Et je pense aussi que la difficulté en géopo, mais peut-être dans d'autres matières aussi, dès qu'il y a de la dissertation à faire, c'est que il faut réussir à sortir du plan type.
chaque sujet, par définition, est unique et c'est très difficile de caler un plan qu'on s'est prédéfini à l'avance, qu'il soit chronologique, thématique ou autre. Pour réussir, les meilleurs plans sont évidemment ceux qui arrivent à s'adapter le mieux au sujet et presque qui ne correspondent à aucune idée préconçue de ce que devrait être un plan. Ok, super pour cette partie-là. Pour rebondir sur le plan, donc on a terminé un peu les bases de l'introduction et là on va s'échapper vers le développement. En parlant du plan, on entend encore des étudiants de prépa qui nous disent est-ce que ça marche 2 parties, 3 sous-parties par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel, peut-être? Non, ça marche pas. Il faut trois grandes parties. C'est un peu rigide, mais c'est comme ça. À la limite, dans les grandes parties, on peut varier non, mais choisir de faire 2, 3, parfois 4 sous-parties, mais c'est assez rare. Mais il faut que ça soit équilibré aussi entre les grandes parties. C'est ça, c'est dommage, mais le professeur qui vous corrige, il ne vous connaît pas, il vous a jamais entendu parler, il ne cerne pas votre personnalité qui est peut-être brillantissime. Hein. Vous pouvez peut-être être un expert, un génie, la prose, de la géopo, mais si vous faites 2 parties, vous partez avec un mauvais a priori. Et ça c'est dommage parce que vous tirez une balle dans le pied directement avant de commencer. Si vous êtes capable de faire 2 excellentes parties, vous serez capable de faire 3 excellentes parties. Et en plus de cela, comme on l'a dit déjà avant, comme le grand 3 est un peu la partie, disons, discriminante entre une note moyenne et une très bonne note, ne pas en faire, c'est déjà ne pas se permettre d'accéder aux très bonnes notes. Ok, en parlant du grand 3, justement, vous en pensez quoi? Comment est-ce qu'on fait un bon grand 3 en géopolitique? PA, peut-être? Justement, ce qui, au contraire de nos amis juristes qui ne jurent que par la dissertation en 2 parties, 2 sous-parties, la dissertation de géopolitique, le 3, c'est là que vous allez vous exprimer, en fait. C'est là que vous allez faire l'artiste. Alors, pas l'artiste, on s'entend, hein. Vous allez faire l'artiste de manière intellectuelle. Il faut dépasser le sujet. Alors, c'est bien, hein, vous allez dire, il est là, il fait sa vidéo, et vous dites dépasser le sujet, ça m'avance à rien. Où est-ce qu'on cherche le grand 3? Pour moi, la tension cruciale, c'est d'aller rechercher dans les termes du sujet et de les voir d'abord autrement que du côté géopolitique de la chose. Essayez de rechercher ce que veulent dire les termes dans le sens courant. Par exemple, une fracture, c'est pas une rupture. Une fracture, ça peut être éventuellement résorbé. C'est sur le temps court. Une rupture, ça s'étend beaucoup plus dans le temps long. Qu'est-ce que ça induit? Quels sont les impacts sur les populations? Quels sont les changements de point de vue? On pense pas pareil quand on a un avis européano-centré que d'un point de vue asiatique, d'un point de vue américain, d'un point de vue russe. C'est pas les mêmes points de vue. Donc il faut aussi avoir cette culture, finalement, j'ai envie de dire géographique aussi, prendre en compte les points de vue selon les différents acteurs, et ensuite, et je pense que demander l'avis de Gabriel, mais pour un grand 3 réussi, il faut s'extirper du cours. Il faut s'extirper du cours et, j'ai envie de dire, exprimer les fruits d'une espèce de culture géopolitique qu'on acquiert en consultant des sources régulièrement qui sont autres que le cours théorique auquel tout le monde a accès. Et je pense à tout un tas de podcasts, tout un tas de revues qui nous aident. Hein. DiploWeb, on a la chaîne YouTube de Pascal Boniface. Il n'y a pas de pub, on n'a pas de partie chez lui. Il y a tout un arsenal disponible de ressources qui permet de construire cette culture pour dépasser le sujet. Alors, peut-être venir à ta méthode particulière, Gabriel, mais moi je pense qu'on part sur ça. Tu vois. Moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Je dirais que s'il faut retenir un mot-clé pour le grand 3, c'est oser. C'est-à-dire que si pendant la construction de son sujet, au brouillon, à un moment on s'est dit il y a cet aspect-là que j'aimerais évoquer, mais peut-être qu'il est un peu audacieux, c'est le moment de l'oser. Pourquoi pas parler d'un lien avec le monde du sport, le monde du cinéma, etc. Parce que la géopo, c'est pas que la guerre et la diplomatie, c'est plein d'autres choses. Et puis également, effectivement, c'est aussi là le moment de vraiment montrer qu'on a une réflexion qui sort de je connais mon cours, je connais mes faits, donc mettez-moi une bonne note. Non, la géopo, c'est aussi, et c'est surtout présenter une réflexion, et c'est dans ce grand 3 que cette réflexion aboutit véritablement ou n'aboutit pas, et là, on passe à des notes qui sont tout à fait différentes. Et je rajouterais à ça que les parties purement prospectives en grand 3 sont très souvent mal perçues, ou alors mal amenées. Ça veut pas dire qu'il n'est pas possible de faire du prospectif, ça veut dire que le prospectif ne doit pas occuper une place prédominante par rapport à la réflexion du grand 3, et très souvent, en fait,
ce qui se passe en géopolitique. En fait, tous les faits historiques, les tensions, les problématiques qui ont pu se poser à l'heure actuelle, elles ont déjà été résolues, connues, transcendées par le passé. Les cycles historiques se répètent. Certes, il y a le changement majeur dans les nouvelles technologies à l'heure actuelle, mais l'histoire des peuples, l'histoire mondiale, les conflits et les rapports de force entre acteurs ont tous déjà fait l'objet de cycles historiques qui se sont plus ou moins répétés. Tirer les leçons du passé, ça peut être intéressant. Attention, ne plonge pas dans le passé. En revanche, c'est peut-être le moment de mettre en perspective par rapport à ce qui s'est passé dans le passé aussi. Qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement et comment est-ce qu'on dépasse à l'heure actuelle finalement le sujet. Il est souvent question aussi de remettre en question les principes fondamentaux attraits au sujet avec la matière. C'est-à-dire, on va très souvent re-questionner les piliers fondateurs de la puissance, les piliers traditionnels de la puissance à l'heure actuelle, les rapports de force entre États, et on va re-questionner les définitions des nouveaux termes. Par exemple, la question de la technologie avec dans le rapport des puissances, mais aussi le souverainisme, le populisme, le nationalisme, tout un tas de sujets qui viennent en fait prendre une nouvelle définition à l'heure actuelle au vu des réalités géopolitiques. Sans jouer non plus à Madame Irma, à prédire le futur. Sans prédire le futur, comme Madame Irma. Bah justement, on parlait de l'épreuve de géopolitique et du passé et de ce qu'on pouvait en retirer, entre guillemets. L'épreuve de géopolitique reste aussi une épreuve d'histoire, puisque ça s'appelle HGG. Est-ce que, selon vous, l'histoire doit avoir une place prépondérante dans vos copies ou dans vos introductions? Est-ce que finalement c'est plus un clin d'œil? Comment vous le jaugez, vous, de votre côté? Alors, ce qui est sûr, c'est que il faut maîtriser l'histoire, en tout cas du XXe siècle, pour faire une bonne copie de Géopo actuelle. Après, évidemment, tout dépend du sujet. Je reprends le sujet que j'avais eu moi à mon année, la France puissance d'influence mondiale. Évidemment qu'il y a disons un arrière-plan historique à prendre en compte, mais le cœur du sujet est le monde actuel. Il faut pas faire deux grandes parties sur l'évolution de la puissance de la France de 1900 à nos jours pour traiter de nos jours que dans la dernière. À l'inverse, il y a des sujets qui vont remonter beaucoup plus loin dans le temps et à ce moment-là, évoquer des aspects historiques de manière plus détaillée peut être beaucoup plus intéressant. Mais ce qui est sûr en tout cas, et je pense que PA, tu seras d'accord avec moi, c'est que il faut avoir un solide bagage historique pour bien réussir sa copie de Géopo. Bien sûr. Et je partage totalement cet avis. Et surtout, finalement, avoir ces connaissances historiques, ça permet de pas passer pour un naïf. Parce que, je vous donne un exemple tout bête. Il y avait un sujet, ça est tombé à un moment. Je crois que c'était Gem qui avait donné la Chine colosse au pied d'argile. Si dans cette copie-là, vous restez dans l'histoire récente, vous allez en gros décrypter la Chine selon un petit poussé qui a progressivement grandi, qui économiquement s'est grossi avec les vols d'oiseaux, etc., etc. Et en fait, faut pas oublier que la Chine, à une certaine époque de l'humanité, c'était l'empire du milieu, d'accord. Donc c'était un colosse mondial, peut-être pas à l'heure actuelle, d'accord, mais ça l'a été. Et je vous renvoie au très bon livre de Pierre Grosser, L'histoire du monde se fait en Asie, qui change finalement notre point de vue européano-centré vers un point de vue asiatique. Et on revient d'ailleurs tout à l'heure à ce que je disais sur les différences de points de vue selon que vous placez sous un prisme asiatique, européen, russe ou américain. Tout à fait. Mais donc oui, je rajouterai à ça aussi que la géographie, c'est absolument important, c'est déterminant. C'est histoire, géographie, géopolitique. Vous pouvez pas faire de géopolitique si vous n'avez pas un minimum de connaissances géographiques, parce que la géographie, et je pense que Gaël, tu me donneras ton avis là-dessus, mais rien que l'occupation des espaces et les fonctions attribuées à certains espaces dans certains continents, pays ou États, elle en dit beaucoup sur les politiques qui sont menées à l'intérieur de ces États. On pensera à la Chine, qui est découpée traditionnellement en 3-4 grandes zones. Plus vous vous éloignez de la côte, en mer de Chine méridionale, moins vous avez d'industrialisation et de richesse. Tous ces mécanismes géographiques, couplés aux mécanismes historiques, ça vous permet, si vous les maîtrisez bien, justement, de construire une problématisation intéressante, et de votre grand 3, vous allez faire briller votre réflexion, en fait. Ouais, mais sur la géographie, je te rejoins totalement. On comprend énormément de choses en géopolitique en connaissant d'abord sa géographie. Pourquoi Singapour est si important aujourd'hui? Parce que Singapour est situé là où elle est située, au niveau du détroit de Malacca. Pourquoi est-ce que on a tant de problèmes d'alimentation en Afrique? C'est aussi parce que la géographie fait que les ressources en termes d'eau, les terres sont différentes d'ailleurs. Tout ça, c'est des aspects géographiques qui sont essentiels pour développer ensuite sa réflexion géopolitique. Ok, hyper intéressant.
Pour revenir un peu sur cette partie, donc on comprend que AGG, c'est histoire, géographie et géopolitique. Comment est-ce que, à votre avis, on constitue une bonne sous-partie? Est-ce qu'une sous-partie, c'est forcément une réflexion à un auteur? Est-ce qu'il faut rajouter des chiffres, des faits? À votre avis, qu'est-ce qu'une excellente sous-partie? Comment vous constituez ça? Pour moi, une excellente sous-partie, c'est une sous-partie en entonnoir, sachant que tout ce que vous racontez, c'est pas gratuit. Tout ce que vous racontez, ça doit avoir un fondement, soit dans l'actualité, soit dans l'histoire, soit dans des statistiques. Sans pousser à outrance l'utilisation de statistiques, on pourrait y revenir. Ça doit être une sous-partie. Pour moi, ça doit être construit de la manière suivante. Vous amenez votre argument conceptuel que vous piochez dans un certain nombre de domaines, technologiques, socioculturels, environnemental, politico-diplomatique, militaire, économique ou géographique, etc. Et ensuite, du conceptuel, vous passez à l'explicatif, vous déroulez l'explication de pourquoi est-ce que ce fait-là est pertinent, l'utilisation de ce concept est pertinent dans la grande partie que vous utilisez, et ensuite vous venez achever avec de l'illustratif. Donc là, vous illustrez avec un exemple, un mécanisme, un fait historique, un fait d'actualité. Ouais, je reviens sur un truc et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est il faut abuser de rien en fait. Il faut abuser ni des auteurs, ni des chiffres, ni éventuellement des exemples liés à une certaine zone précise. Il faut réussir à trouver un équilibre entre tout ça. Les auteurs, c'est hyper intéressant, mais en citer un par sous-partie pour ensuite expliquer en une phrase ce qu'il dit dans un bouquin de 500 pages, c'est pas non plus pertinent, voire ça décrédibilise un peu le propos. Donc il faut tout utiliser avec parcimonie, et puis il faut surtout utiliser des choses qu'on maîtrise bien, que ça soit même les chiffres. Un chiffre ne doit pas juste être utilisé comme chiffre, mais comme point de rebond pour développer autour de ce chiffre. Qu'est-ce que ça signifie, où est-ce que ça m'amène, quel est le rapport avec mon propos général, et donc sur la construction même de sa sous-partie, de toute façon, il faut avoir effectivement cet argument de poids, de base, qui est l'idée et le cœur de la sous-partie, et ensuite on construit, disons, le corps autour de ce squelette. Mais de base, sans idée claire de sous-partie, on ne va nulle part. Ok, parfait. Par rapport, encore une fois, au domaine de la géopolitique, est-ce qu'à votre avis, il y a des sujets où des auteurs sont indispensables, ou est-ce que finalement ce n'est pas plus l'auteur qui compte que la réflexion qu'il y a derrière? Il y a, alors c'est un peu, aucun auteur est indispensable, mais tous les auteurs sont indispensables. Ça dépend absolument de la profondeur de la compréhension que vous avez de l'auteur. Si vous citez du Spikeman, que vous citez du Mackinder sur des principes généraux de la théorie géopolitique historique, ou du Alfred Mann, généralement vous vous trompez pas trop. Attention par contre aux auteurs qui ont tous plus ou moins parfois des clivages, à utiliser les références avec parcimonie, et je vous conseille plutôt d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses Gabriel, mais comme je reviens sur ce qu'il disait de ne pas abuser, ce que je conseille aux élèves, moi, c'est 2 à 3 auteurs maximum par aire continentale. Et après, bien sûr, vous agrémentez, on parlera plus tard des sujets transversaux, mais par aire continentale, pas plus de 2 ou 3 auteurs. Moi, je suis d'accord. Moi, je me rappelle encore de la manière dont je révisais moi mes concours. On avait construit avec un ami un Excel, tout simplement. On avait rencontré les auteurs, les grandes idées de chaque ouvrage, etc. Et finalement, on en avait beaucoup, hein, une centaine, mais finalement, on avait décidé d'en apprendre peut-être 25 en tout, que ce soit sur des aires continentales, mais aussi sur des sujets transversaux. Et ça a été largement suffisant pour avoir pour chacun des sujets que j'ai traités, des auteurs, parce que un livre qui est long peut être utilisé pour plus qu'une seule idée, évidemment. Mais donc, il vaut mieux maîtriser un nombre limité d'ouvrages qu'être capable de citer 150 ouvrages avec la date de publication, mais rien de ce qu'il dit à l'intérieur. Oui, donc on retrouve un peu le phénomène où finalement ce qui compte c'est la profondeur de la compréhension d'un livre plutôt qu'une fausse culture un peu superficielle où on va balancer un nombre de citations incalculable sans jamais vraiment avoir compris le contexte. Et de toute façon, ça se voit. Ouais. Oui. Ça se voit directement. Si vous citez pour citer, vous n'expliquez rien, ça se voit et c'est très mal vu. Et c'est la même chose avec les citations. On peut connaître toutes les citations du monde, et parfois c'est même souvent utilisé avec un contresens. Donc quand on a une citation, je conseille fortement de la creuser un petit peu pour bien comprendre ce qu'elle veut dire et pas dénaturer le propos. Et de la recontextualiser. Ouais, la contextualiser, c'est hyper important.
Ok, parfait. Donc on en revient un peu sur l'ensemble du développement. On a vu finalement qu'une bonne introduction c'était essentiel, que ça allait évidemment donner la bonne première impression de votre copie, qu'évidemment il faut avoir une bonne définition, une connaissance quand même de l'actualité, un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de géopolitique, une bonne problématisation qui pose les enjeux et la spécificité, une problématique qui découle naturellement de tout ça afin de donner du sens à votre dissertation, un plan efficace. Donc jusque-là on a vu tout ça. On a vu aussi le développement et notamment qu'il fallait 3 parties. Et ensuite, 2 à 4 sous-parties grand max, mais plutôt 2 ou 3 sous-parties avec une tendance pour le 3-3. On a vu qu'un bon grand 3, c'était quand même osé, comme vous l'avez dit. Et donc maintenant, on va arriver à la dernière partie, celle que les étudiants adorent, la conclusion. Qu'est-ce qu'une bonne conclusion alors, Gabriel? Alors déjà, je dirais qu'une bonne conclusion, en règle générale, est plutôt concise. On n'attend pas 1 page et demie de conclusion. Je dirais quoi, une demi-page, grand maximum, entre Même pas, des fois, 10 lignes et une 10 demi-page. lignes, Donc on reprend, évidemment, en essayant d'être là, encore une fois, le plus clair possible sur ce qu'on a voulu dire, parce que si on a laissé quelques petites zones de flou dans notre développement, c'est le moment de tout éclaircir. De dire quelle a été notre grande idée, notre grande finalement thèse au cours de notre dissertation, qui, je le rappelle, est l'expression d'une réflexion qu'on a. Et puis ensuite, on essaie d'avoir une ouverture un petit peu originale. Une ouverture originale, encore une fois, c'est pas jouer à Madame Irma, mais c'est éventuellement ouvrir soit vers une autre ère géographique, vers un autre grand thème de géopolitique qui a pas été abordé. Par exemple, si on a parlé de puissance, on peut peut-être ouvrir vers de l'économie ou des choses comme ça. Mais en tout cas, pas Madame Irma, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord avec Gabriel. Pas de Madame Irma, surtout être concis, résumer rapidement les 3 parties qu'on a développées. Pas amener un nouveau développement. Pas amener, vous tirez une balle dans le pied parce que ça démontre que vous n'avez pas traité une partie du sujet avant. Donc, on réfléchit sur pourquoi est-ce que le correcteur a posé ce sujet, pourquoi c'était pertinent de le poser de cette manière. Et en revanche, effectivement, l'ouverture, alors, certains profs la déconseillent, certains profs la conseillent. L'ouverture, c'est avec parcimonie, mais ce qui est le plus intelligent, le plus malin, et sur les choses sur lesquelles vous pouvez le moins vous le tromper en ouverture, c'est finalement mettre un parallèle avec un autre domaine. Je vous donne un exemple tout bête. Sur le sujet, la France, puissance à l'échelle mondiale, quid de la France à l'échelle régionale? Est-ce que c'est une puissance aussi en interne, à l'échelle continentale? Oui. On essaye de dire, ok, j'ai compris pourquoi vous m'avez posé ce sujet, il est pertinent, je vous ai montré pourquoi, on l'a analysé, maintenant, effectivement, ça pourrait être aussi pertinent de creuser, de voir si mon analyse, elle s'applique à tel renversement d'échelle ou tel autre concept. C'est le plus malin à mon sens. Je suis tout à fait d'accord et je suis vraiment d'accord sur le fait de pas réouvrir un autre sujet en conclusion. C'est souvent fait parce qu'effectivement, on se rend compte souvent qu'on a oublié de traiter tel aspect ou tel aspect du sujet. C'est pas grave. Honnêtement, c'est une dissertation, ça dure 4 heures. C'est pas un ouvrage sur lequel on a réfléchi pendant 1 an. On peut oublier certains aspects du sujet. Alors, on n'espère pas les aspects centraux, mais quelques aspects, disons, secondaires. Il vaut mieux le garder pour soi, se restreindre, que le mettre en conclusion à la hâte en écrivant 3 mots dessus. Ça donne le pire effet possible. Et surtout, le pire du pire, c'est la bâclée, parce que on est lessivé de nos 3h30 de disserte, on s'est creusé le cerveau, il n'y a pas de souci. Généralement, les correcteurs repassent pas 100 000 fois sur votre copie. La dernière impression que vous leur laissez, c'est la conclusion. Vous avez dû l'entendre 1000 fois, mais c'est pas parce que vous l'avez entendu 1000 fois que vous l'appliquez. Moi, je leur dis 1000 fois, c'est pas appliqué 1000 fois. Donc, vraiment, c'est trop dommage. C'est trop dommage de laisser une mauvaise impression, de dire que vous bâclez votre fin de dissertation, alors potentiellement, ça va vous coûter peut-être 1 point, quoi. Et que si vous avez fait une bonne introduction, un bon développement, vous êtes généralement capable de faire une bonne conclusion quand même. C'est pas la partie la plus difficile, même si c'est là où on est le plus fatigué, etc. Mais quand même, ça reste la partie, entre guillemets, facile de l'exercice de la dissertation. Et surtout, alors ce que je conseille aussi à les élèves, c'est que si vous n'êtes pas capable de rédiger votre conclusion après avoir rédigé votre introduction au brouillon, c'est que votre disserte, potentiellement, elle va dans le mur. Vous devez déjà avoir ficelé tout le schéma mental et intellectuel de votre dissertation pour être capable de conclure après votre introduction au brouillon. Sinon, vous revenez à l'étape d'avant. C'est ce qu'on voit un peu avec finalement les plans qui sont posés parfois en introduction et qui ne sont pas du tout développés par la suite. Donc on voit par exemple des élèves qui nous posent une introduction et un plan,
Et en fait, le plan qui est développé dans le développement n'est pas du tout une réponse au plan posé. Et ça, c'est dramatique pour les correcteurs. Pour ce qui est, pour terminer, maintenant qu'on a fait un aspect global concrètement de la méthodologie de la géopolitique, est-ce que vous auriez des conseils, chacun à votre échelle, sur comment travailler la géopolitique en prépa? Est-ce que vous auriez une méthode efficace? Est-ce que vous avez des méthodes particulières que vous appliquez vous à l'époque? PA peut-être? Alors, je considère personnellement, si vous voulez attraper une bonne note, voire une excellente note en géopolitique, de un, il faut vous forger une culture géopolitique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut consulter un certain nombre de sources externes au cours, des podcasts. Donc, France Culture le fait très bien, la Revue internationale de la presse le fait très bien aussi, les différents podcasts, donc Conflit, les chaînes YouTube, comme je vous ai dit, celle de Pascal Boniface, il y a Terra Bellum, il y en a d'autres qui font en géopolitique. Tous les grands acteurs du monde journalistique qui font aussi du contenu en géopo, ça peut être intéressant. Le dessous des cartes, c'est super important aussi. Bref, élargissez votre culture. Ensuite, pour moi, c'est totalement, et c'est l'écueil que souvent les élèves font en prépa, parce qu'ils sont submergés par les maths, c'est que la géopo, ça passe à la trappe. La géopo, c'est une semaine avant le DS, on se dit, ah, mince, ah oui, c'est vrai, il y a un DS. On repousse. 1 ou 2 jours avant, on lit 1 heure le cours. Ça sert à vous rassurer, mais pas à vous assurer une bonne note. Je pense qu'il faut bosser, même si c'est pas beaucoup. On verra ce que t'en penses, Gabriel. Mais je pense que bosser 20 à 30 minutes la géopo par jour, c'est pas la mort. En revanche, ça permet vraiment d'étendre votre réflexion dans le temps long. Et surtout, faites des sujets. Faites des sujets sur tout et n'importe quoi. Faites des plans, prenez 5 minutes, faites un plan. Vous voyez un fait d'actualité sur un concept géopolitique, paf, tu dis quel sujet pourrait être sympa, je me fais un plan, je m'entraîne Plus vous entraînez, c'est comme des exos de maths en fait. On a trop tendance à la dissocier. Plus vous vous entraînez à faire des plans et à réfléchir rapidement, d'appeler votre cerveau à réfléchir rapidement sur des plans, plus le jour J, vous allez être opérationnel complet et vous allez performer en fait. C'est ça qu'on veut, c'est la performance. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je suis tout à fait d'accord. Je reviens pas sur l'importance de varier ses sources. C'est hyper important, même pour votre santé mentale. Avoir tout le temps la même rythme avec les mêmes sources. Enfin, au bout d'un moment, on explose. On a envie d'entendre d'autres points de vue, etc. Je dirais aussi que la géopo, il faut essayer de, même si c'est pas le cas de base, de l'aimer la matière. Parce qu'honnêtement, c'est quand même une matière hyper intéressante. Quand on en discute avec des gens qui font pas prépa, on revient souvent à des concepts qu'on a vus en géopo, des choses comme ça. Donc c'est cool d'avoir une matière où on se dit, j'apprends des choses qui m'intéressent, qui me seront potentiellement utiles dans le futur. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est cool. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, sur effectivement varier ses sources, mais ensuite essayer de centraliser tout ça. Parce que pour réviser, c'est bien que tout ce que vous avez emmagasiné jusqu'à maintenant devienne vraiment vos données, vos exemples, etc. Et pour ça, faut pas que dans votre tête, ça soit « Ah, ça c'est l'exemple que j'ai vu dans la question internationale, ça c'est l'exemple que j'ai pris dans mon cours. » Non, tout ça, c'est à vous maintenant. Donc il faut centraliser tout ça, mélanger tout ça, essayer de réfléchir à partir de tout ça de manière uniforme. Et puis effectivement, quand on écoute la radio, bon ça se fait plus trop. Quand on regarde quelque chose, enfin peu importe ce qu'on fait, se poser 2 minutes, réfléchir à tiens ça, quel aspect géopolitique ça soulève, comment je pourrais y réfléchir parce que c'est quasiment tout se réfléchit sur le plan de la géopolitique honnêtement. Et puis dernier conseil, en tout cas moi qui m'a beaucoup aidé en prépa, c'est essayer de travailler à plusieurs de temps en temps. C'est vraiment cool. La géopo parfois ça peut même amener à des débats. Et honnêtement, ça égaye aussi la prépa. Moi, j'ai quasiment que des bons souvenirs de prépa, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais essayer de travailler à plusieurs, de varier les partenaires de travail, c'est vraiment quelque chose qui moi m'a aidé en tout cas. Et finalement, en fait, je rejoins totalement ce que tu dis. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, et je pense que c'est valable en culture G, c'est valable pour toutes les matières à disserte. Pour les maths, j'ai pas encore trouvé de solution, on n'en parlera pas. Je pense que vous pouvez vraiment performer à partir du moment où vous êtes éveillé en géopolitique. C'est-à-dire que vous désacralisez la matière. C'est pas juste une matière de prépa scolaire à laquelle il faut se conformer. Oui, vous avez la tête dans le guidon, vous êtes en prépa, et ça peut se comprendre. Il faut performer scolairement par rapport à la géopo. En fait, les meilleures copies de géopo, c'est celles qui s'extirpent un peu de très fortement, de ce cadre scolaire qui ponctue avec de la culture et qui montre en fait un espèce d'intérêt supérieur pour la matière. Et comme disait Gabriel, en fait, la géopo, c'est
comme la culture générale, c'est de la culture générale ultime, en fait. Ça va vous servir et vous irriguer dans peu importe les métiers que vous ferez. Vous allez être amené que ce soit en finance, en audit, en conseil, en marketing, en management, en ressources humaines, en tout ce que vous voulez en école de commerce. Vous allez être amené à travailler avec des acteurs internationaux. Et si vous comprenez pas les logiques internationales et finalement vous n'êtes pas capable d'élever un peu votre réflexion au-delà du cadre national, c'est dommage. C'est dommage et ça vous portera probablement préjudice. Ouais, bah, de toute façon, culture générale, géopolitique ou même le SH, c'est aussi de la compréhension du monde dans lequel on vit et c'est aussi ce qui fait la beauté de ces matières. Et comme on dit, une dissertation, une bonne dissertation, c'est une dissertation avec de la personnalité et qui montre finalement du caractère et du recul. Et ça, quoi qu'on le dise, on le retrouvera jamais sur de l'apprentissage pur et bête. C'est ça, il faut se dire, en fait, c'est un peu, vous allez dire, lui, c'est un maso, mais il faut se dire, ouais, c'est cool, en fait, ma disserte, c'est pas juste un petit bout de papier. C'est un petit bout de moi, un petit bout de ma réflexion, je me suis donné, Tout à fait. je me suis fait plaisir. Regarde, tu t'es tapé des articles, le petit podcast là, il était sympa, attends, je vais développer l'idée. En fait, faites-vous plaisir. Ouais. Enfin, faites-vous plaisir. Et quand vous vous faites plaisir, ça se ressent. Et en plus, vous développez des arguments qui sont beaucoup plus profonds. Ça se voit quand on n'en a pas envie. Puis honnêtement, c'est pas toujours possible, ça a pas toujours été mon cas, mais c'est cool quand on a travaillé pendant longtemps de ressortir d'un DS et d'être fier de la copie qu'on a rendue, quoi. Et ça, encore une fois, ça vaut dans toutes les matières, de se dire non seulement j'ai travaillé, ça m'a plu de travailler, ça m'a intéressé, mais en plus ça paye. Et souvent, ça va ensemble. Pas tout le temps, mais souvent, ça va ensemble. Exactement. Donc voilà, donc pour conclure, évidemment, il faut avoir du cours et il faut comprendre évidemment les enjeux qui nous entourent, mais apprenez aussi voilà, à prendre du recul, à vous extirper de tout ça, à faire en sorte que vos copies soient vos copies personnelles et qu'elles fassent preuve d'une réflexion qui soit personnelle et spécifique. Et finalement, en prenant du recul sur le monde qui nous entoure et en ayant une vision transversale un peu des choses, on produit des copies de meilleure qualité. Et on se fait plaisir. Exactement. Bon, merci Gabriel, merci Pierre-Alexandre de nous avoir accompagnés pour ce podcast géopolitique. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt.